Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes dernières lectures. Alors dans cette vidéo, je vous parlerai de 5 lectures qui se font dans le cadre du challenge du 15K, vous savez, de Monsieur Cabric. Donc il y a un peu de tout, hein. J'ai un petit peu varié les genres, donc on y va tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai découvert le premier roman de Pierre Verja, donc en auto-édition, Le Dernier Héros. Donc dans cette histoire, quand le roman commence, on découvre le cadavre de Omega, qui est plus ou moins le super-héros de ce monde-là. Il n'y en a qu'un, c'est celui-là, et on le retrouve mort. Donc le pitch est très simple, on est dans un monde où il y a un super-héros qui s'appelle Omega, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Et on retrouve son corps, oui c'est ça, Omega. On retrouve son corps dans une ruelle. Les deux inspecteurs sont mis sur l'affaire, c'est les inspecteurs Epping et Fox. Et ils vont essayer de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, enfin comme une enquête policière ordinaire. Donc en gros le speech c'est ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien. Donc c'est le premier roman, comme je vous disais, de Pierre Verja. Un roman assez original. Moi quand j'avais vu le speech, ça m'intéressait beaucoup parce que un super-héros qui est mort et on enquête sur sa mort, c'est quand même assez singulier comme lecture. Et j'en ressors un petit peu mitigé. J'ai mis un petit peu du temps à arriver à mettre des mots sur ma lecture. Alors je ne peux pas dire que j'ai aimé, je ne peux pas dire que j'ai pas aimé. Je reste dans un sentiment un petit peu mitigé, mais ici je ne dirais pas que c'est dans le fait que j'ai aimé ou pas aimé. Je pense que c'était pas fait pour moi, ou peut-être trop original pour que je puisse adhérer à 100% peut-être aussi. Parce que dans l'ambiance, moi j'ai eu l'impression qu'on était un peu dans une espèce de film de roman noir, vous savez, roman noir ou film des années 50. Un côté très sombre, je trouve. L'enquête est menée aussi d'une certaine façon où ça va pas être facilité. Vous savez, il y a ces thrillers un petit peu, j'allais pas dire ordinaires, mais un petit peu commerciaux. Vous savez, vous avez ces cliffhangers à la fin de chaque chapitre. Et vous avancez, on trouve un indice et un autre, et du coup le lecteur est prêt à partir, et lui aussi essaye de deviner qui est le tueur et tout. Et ici c'est pas vraiment la construction de ce récit, enfin moi je l'ai pas ressenti comme ça. Donc, les inspecteurs vont beaucoup en pâtir de cette histoire, ça va beaucoup les travailler, on va voir que c'est assez difficile d'avancer quand il y a peu d'indices, à quel point ça peut affecter une personne qui travaille chez les flics du coup. Il y a tout cet aspect là. Donc du coup, je dis pas qu'il n'y a pas du rythme, parce qu'en général, à chaque fin de chapitre, il y a un cliffhanger qui te donne envie d'aller à la suite. Mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de rythmé dans le sens où il y ait de l'action toutes les 2 minutes, où ça fait un peu chasse au trésor, vous savez. Il y a un indice, paf, on arrive à un autre indice, on arrive pour arriver au tueur. Là, c'est pas vraiment le cas. À chaque fois, ils ont tendance un peu à piétiner. Donc du coup ça amène quelque chose de différent dans mes lectures. Moi je ne suis pas un pro du polar, hein, je vous en présente pas des masses, et en général quand j'en lis ça va être des choses entre guillemets assez classiques. J'ai déjà lu quelques romans noirs, mais très noirs et très durs. Faut pas que j'en lise tous les jours parce que sinon je finis enfermé dans une pièce dans le noir. Mais c'était assez intéressant. En plus on comprend quand on a lu tout le roman, enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris, et je me suis laissé le temps de la réflexion, le temps de la maturation au niveau de l'histoire et tout ça, de mes ressentis. Et le terme de héros va être vraiment la thématique principale du récit. C'est vraiment quelque chose d'important. On comprend, ou alors il y en a peut-être qui le comprendront avant, on comprend quand même dans le récit que le fait que Pierre Verja ait mis en scène la mort d'un super-héros, c'est pour vraiment trouver un écho dans tout le roman. Donc ça va être à travers les personnages. Qu'est-ce qu'un héros, qu'est-ce qu'un super-héros, comment on le définit en fonction du point de vue individuel, mais aussi du point de vue collectif, au point de vue du monde avec un grand M, vous savez, les répercussions que ça peut avoir. Donc c'était vraiment intéressant de ce point de vue-là, je ne peux pas dire le contraire. Après, le tout a essayé d'être mis en scène, peut-être que pour un premier roman, c'était peut-être un petit peu ambitieux. Alors je trouve que par moments, ouais, ça manque un peu d'équilibre. Parce que j'ai trouvé qu'il y a des moments c'était un petit peu lent, peut-être trop lent, ou alors peut-être que c'est moi qui attendais trop de ce roman-là, dans le sens où j'attendais vraiment un thriller un peu classique et que c'était pas le cas, ou le fait qu'il y ait un super-héros, je m'attendais un peu des histoires fantastiques et tout, alors que pas vraiment. Il y a vraiment cette idée de fantastique dans le sens où il y a le super-héros qui est mort au début, mais après ça reste assez classique. Et le fait peut-être aussi qu'il y avait cette, c'est comme ça que je le vois, cette consonance un peu années 50, les gens qui sont dans l'ombre. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de très très sombre. C'est comme ça que je l'interprète. Alors, je me plante peut-être carrément, je n'en sais rien. En dehors de ça, j'ai eu du mal à entrer en empathie avec les personnages.
j'avais aussi tendance à confondre, parce que le problème qu'il y a, et que je peux rencontrer parfois, et c'est pas souvent heureusement, c'est que vous avez certains romans, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, où vous savez, on va prendre le nom du personnage et son prénom. Genre, vous savez, je vais prendre l'exemple typique, mais vous prenez X-Files, vous avez Fox Mulder, en général on l'appelle Mulder, et Dana Scully, on l'appelle Scully. Ils ont aussi un prénom, donc pour éviter la répétition, l'auteur un coup il va employer le prénom, un coup le nom, et moi ça a entraîné une confusion chez moi, et ça je sais pas, j'ai un problème avec ça. Et du coup il y a des moments où j'étais complètement perdu, je fais attends, lui c'est qui déjà? Et c'est vrai que je devrais penser à prendre des notes. C'est vrai que j'ai pas l'instinct, je me mets dans l'histoire et je pense plus au reste. Et du coup, j'étais un petit peu perdu. Donc je pense que j'ai peut-être raté certaines choses, je n'en sais rien. Après, c'est un premier roman, il ne sera pas parfait. Je trouve quand même qu'il y a le courage de Pierre Vergès de donner vraiment une identité à son roman et pas juste de faire, ah bah allez, on va faire un polar, il y a un meurtre, il faut trouver qui c'est, et point barre. Non, il y a vraiment une volonté, donc déjà la psychologie des personnages est très travaillée, le thème aussi du héros qui est vraiment travaillé parce qu'il y a vraiment un sens profond dans le livre face à ça, il y a vraiment une question qui est posée. Et, euh, et après, la plume, pour un premier roman, moi j'ai beaucoup aimé la plume, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Donc à confirmer, j'en ai encore deux de lui. J'ai La Voix des disparus et L'homme de la cave. Mais ça m'a quand même curieux pour la suite. Celui-ci, voilà, ça l'a pas trop fait. Rien ne me dit que je ne le relirai pas un jour. Mais peut-être que ouais, entre ce que j'attendais et ce que j'ai découvert, il y avait peut-être un décalage aussi qui a fait que ma lecture ne peut pas être 100% nickel. J'ai été voir les avis comme d'habitude et il y a des gens qui ont beaucoup aimé et d'autres qui ont moins aimé. Je pense que c'est peut-être aussi un roman qui tranche beaucoup. Faut pas vraiment s'attendre qu'à l'enquête quoi. Il y a vraiment autre chose derrière qui est travaillé, mais là faut le souligner parce que c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir cette ambition et cette volonté de sortir un peu du thriller habituel. Donc vous pouvez tenter, hein, vous verrez bien. C'est vraiment, ça se lit quand même super bien. La plume est très fluide, je me suis pas ennuyé. Les chapitres sont pas forcément très longs. Bon, ça dépend des chapitres, mais parce que je vois qu'il y en a qui sont plus longs là. Mais franchement, rien que le synopsis est original et je trouve que la volonté de l'auteur de vouloir sortir un peu de tout ça, c'était vraiment pas mal. En LC avec Margot, donc Bohemian Librairie que je ne vous présente plus, nous avons lu les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 1. Donc moi Junji Ito, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Donc ici c'est chez Mangetsu. Donc je vous rappelle un peu l'objet qui est super joli. Ici on va être dans des histoires un peu plus courtes, on va être dans une espèce de recueil de courtes histoires, donc de nouvelles si on veut. Moi j'avais lu Gyo que j'avais bien aimé, j'avais lu Tomie, vous savez j'avais eu un coup de cœur, j'avais vraiment adoré. Et là c'est encore une fois approfondir un peu mon approche du grand maître de l'horreur du manga au Japon. J'ai vraiment encore une fois beaucoup adhéré. Il y a une paire d'histoires, alors je ne sais pas combien il y en a, je vais vous dire ça, il y en a 10. Chaque histoire est accompagnée de petites notes de l'auteur. Il explique pourquoi il a fait cette histoire-là. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Donc il y a toujours une préface qui est vraiment intéressante. Là, je sais pas qui l'a écrit, je connais peut-être pas le nom du personnage. Je sais pas quelle personne a écrit la préface. Voilà, vous avez toujours les commentaires d'où lui vient l'idée, tout ça. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a aussi des croquis sur les dessins qu'il a fait. Alors voilà. Vous avez des petits croquis sur comment il se base, tout est traduit, donc c'est vraiment intéressant. Ils ont même traduit ces petits passages-là, c'était vraiment bienvenu. Donc comme ça, on en sait un peu plus sur d'où vient l'inspiration à Junji Ito. Donc je suis toujours aussi fan, donc déjà de prime abord le dessin qui est absolument magnifique, somptueux. Il arrive à soulever le dégoût, la peur, parce qu'il y a franchement un personnage à l'intérieur d'une de ces nouvelles qui est vraiment effrayant. Moi franchement, j'ai eu des frissons en tournant la page, en tombant sur ce personnage, franchement, j'ai vraiment adhéré. Il y a également du dégoût. Il y a une nouvelle, franchement, qui est. Faut avoir le cœur bien accroché et l'estomac aussi, parce que c'était franchement dégueulasse. Mais voilà. Après, comme d'habitude, Junji Ito part toujours d'un postulat un peu basique. Genre, il y a une histoire qui va tourner autour d'un vinyle. Et il arrive encore à en faire quelque chose qui part dans une horreur absolue, alors qu'au départ, c'est vraiment quelque chose d'assez anodin. Donc j'en ai parlé avec Margot, on n'a peut-être pas eu la même affinité et aimé les mêmes choses aux mêmes histoires. Mais voilà, le seul truc qui est frustrant, mais en même temps vous allez me dire c'est un petit peu normal, c'est que les nouvelles sont courtes, donc du coup on en veut plus. Mais à partir du moment où on en veut plus, c'est qu'on adhère. Donc c'est que du positif.
Les idées, ouais, il y a franchement des idées qui sont vraiment géniales auxquelles fallait penser. En plus, ce qui est génial, c'est que c'est écrit dans l'ordre chronologique dans lequel il les a fait. Mais le dessin, moi je vous dis, il y a toujours ce sentiment au niveau des visages et le regard. Je trouve que c'est quelque chose qui sait super bien travailler, super bien rendre. L'ambiance est toujours là. C'est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vais pas en parler à chaque fois, je vais en lire d'autres, hein, j'en ai encore pas mal. Bah, vous les voyez dans les book-hauls. Mais je vais pas venir en parler à chaque fois parce que je pense que je vais me répéter à force. Peut-être quand je le ferai sur des one-shots, là pour des nouvelles, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de revenir sans arrêt dessus. Mais franchement, ça peut être une bonne porte d'entrée, je pense, pour jeunes giteux si vous voulez pas commencer par une œuvre entière, avec une histoire assez longue. Vous pouvez commencer par un recueil de nouvelles, ça vous donnera un petit peu un échantillon sur ce qu'il est capable de faire, et pas vraiment sur plein de thématiques. On va avoir une thématique sur les marionnettes, il y en a une sur le vinyle, il y en a une sur la photographie, entre guillemets. Il y a vraiment une sur des ballons aussi. Enfin, c'est à faire. C'est un petit peu gore, comme d'habitude, hein, pour les âmes sensibles. Et il y en a une, franchement, où ouais, c'est vraiment du dégoût total. Le truc qui est impressionnant, c'est que dans cette nouvelle-là, c'est limite si on n'a pas les odeurs hein, qui nous arrivent dans le nez, tellement il arrive bien à évoquer la chose. Et il y a vraiment une planche, je vais pas vous la montrer parce que ce serait du spoil. Franchement, j'étais vraiment écœuré. J'avais envoyé un message à Margot en disant Margot, c'est quoi cette histoire? J'ai envie de. Et Margot, elle m'a dit ouais, moi pareil. Donc je trouve que pour arriver à faire tout ça, c'est vraiment cool, mais je trouve qu'il démérite pas du statut qu'on lui donne au Japon et maintenant en France. Bah, même si ces dernières années, il a été un peu oublié, c'est aujourd'hui qu'il revient sur le devant de la scène. Mais voilà, ça aurait été bête de rater ça. Et franchement, si vous voulez vous y plonger, n'hésitez pas. Si vous êtes fan d'horreur, ça devrait le faire. Dans le cadre du groupe Un King par mois ensemble, ce mois-ci nous devions lire le deuxième tome de La Tour sombre de Stephen King, donc que j'ai ici aux éditions J'ai lu. Je vous avais parlé du premier tome la dernière fois qui était un recueil de nouvelles qui était très nébuleux, très flou, on comprenait pas tout. C'était très bizarre. Ici, franchement, il n'y a qu'une histoire, donc c'est beaucoup plus compréhensible. Je ne peux pas trop vous en parler, hein, on est toujours avec Roland. Il y a une révélation dans le tome 1 qui fait que ça va déboucher sur ce tome 2. Et j'en ressors un petit peu mitigé aussi. Alors, pour 2-3 raisons. Je sais que le tome 1, je vous avais dit que j'avais adoré pour moi parce que ça faisait vraiment western fantasy. Et au final, il paraît que tu seras plus du genre SF. Science-fiction que fantasy. Alors je comprends pourquoi, je peux pas trop vous dire pourquoi non plus. Je reste encore mitigé quoi. Moi j'avais vu, on voit les avis partout. Moi la Tour sombre, ça fait très longtemps que j'en entends parler. Tout le monde dit non mais le tome 1 il est un peu spécial, mais à partir du tome 2 tu vas voir que ça part, c'est génial. Moi, je suis pas forcément convaincu. Après mon intérêt c'est élevé au fur et à mesure du récit. Le début j'ai eu un petit peu de mal parce qu'il est divisé en 3 parties. Pareil, je ne vous dirai pas pourquoi, mais vous voyez les 3 cartes, donc 3 parties. La première partie, j'ai vraiment eu du mal. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Alors vous allez me dire, Stephen King fait des longueurs. Oui, Stephen King est bavard. Stephen King a tendance à digresser beaucoup. Mais quand l'histoire vous intéresse vachement, vous vous en foutez des digressions. Mais quand vous avez du mal à adhérer, franchement, c'est long. Et franchement, à des moments, c'était long et j'en avais marre. Et j'ai dit, allez, n'abandonne pas, continue, on verra bien. J'arrive au moins à la moitié. La deuxième histoire devient un petit peu plus intéressante jusqu'à la dernière partie où franchement, j'ai vraiment adoré. L'art de Stephen King, c'est d'amener des personnages vraiment atypiques qu'on voit pas forcément partout. Et là, c'était vraiment le cas. Surtout, je pense à un personnage. Je ne peux pas vous dire lequel. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers ces 3 parties, qui auraient pu être répétitives et qui ne le sont, mais absolument pas parce qu'il arrive à se réinventer à chaque partie. Du coup, ça entraîne que le lecteur n'est pas ennuyé. Parce qu'il y a des récits, vous savez, on va faire un truc et vous savez, au fur et à mesure de l'histoire, vous dites, au bout d'un moment, c'est bon, c'est toujours la même chose, donc tu sais à quoi t'attendre. Là, pas du tout. Mais on est encore, je trouve, dans un tome d'introduction. On a quelques petites bribes de réponses aux questions qu'on se posait dans le tome 1, mais ça reste encore assez flou, quoi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais tenter le tome 3. Si jamais le tome 3, je suis vraiment trop dans le moins que dans le plus, je ne sais pas si je continuerai parce que le tome 4 en plus est énorme. Donc si le tome 3 j'adhère pas trop, je me vois mal m'infliger le tome 4. Mais je tenterai quand même le tome 3, je veux vraiment voir ce que ça peut donner par la suite. Et puis voilà. Donc c'était pas mal, mais je pense que ça va diviser. C'est une série qui soit on adhère pas. C'est que vraiment, c'est perché un peu.
C'est vraiment spécial. Faut pas partir du coup comme moi j'ai pu le faire avec cette notion de fantasy. Faut vraiment partir avec un truc plutôt ouais, SF. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est Armand, on a discuté sur le live, vous savez, sur le groupe Facebook. Et elle penche plus sur ce côté, elle a peut-être raison. Et c'est pareil, le premier tome, faut le voir comme un recueil des nouvelles. Si vous comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Vous verrez que c'est utile pour la suite. Mais après, voilà, j'ai bien aimé la seconde partie du récit. La première, j'ai eu un peu de mal. Donc on verra par la suite ce que ça donne. Ensuite, en lecture commune, oui, encore une, avec Magali, parce qu'avec Magali, on fait une LC tous les mois. On a décidé de découvrir Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, ici dans la magnifique édition de Monsieur Toussaint d'ouverture. Donc que dire, ça c'est un classique de la littérature quand même. Donc moi j'avais vu une série télé mais quand j'étais gamin, donc ça devait être dans les années 90, et je me souviens juste que j'avais beaucoup aimé. Et comme j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur cette série, mais depuis très longtemps, quand ils sont sortis, je dis je vais tenter. J'appréhendais beaucoup. Je me suis dit, et si je n'adhère pas? Et au final, je pense qu'on est sur un petit coup de cœur quand même. Alors pas un coup de cœur monumental, mais je pense quand même parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc l'histoire, je vais vous la rappeler très vaguement, hein, ça sert à rien de rentrer dans les détails. Nous avons un vieux garçon et une vieille fille qui sont frères et sœurs, je crois, qui s'appellent, je ne sais plus les noms. Voilà, qui s'appellent Maria et Matthew, qui vivent dans une ferme à Green Gables, donc à Avonlea, au Canada, et qui décide d'adopter un garçon pour les aider au champ parce que Matthew il est tout seul et ça devient un petit peu compliqué, donc il veut vraiment de la main d'œuvre. Et à l'époque je pense que c'était courant parce que c'est paru en 1908. Je pense que c'est quelque chose qui se faisait couramment, on adoptait des enfants pour les aider dans les travaux quotidiens. Et quand Matthew se rend à la gare pour aller chercher le fameux garçon, bah, le truc c'est qu'il se trouve que c'est pas un garçon mais c'est une fille, donc c'est Anne qui est là. Il comprend pas ce qui se passe. Il la ramène. Et là, Maria et Mathieu ils commencent à se poser des questions. Ils se disent, mais mince, qu'est-ce qu'on va faire quoi? Donc du coup, ils décident de joindre la personne qui s'occupait de l'adoption et de voir par la suite. Bon, je vous fais pas toute l'histoire, hein, je pense que vous connaissez. Au final, ils vont garder Anne avec eux. Donc c'est voilà ce qui se passe dans les premiers chapitres. Je ne vais pas plus loin. Et j'ai envie de vous dire, mais Anne, quel personnage! C'est impressionnant de modernité, je trouve, dans l'écriture, parce que ça se lit super bien, alors que ça date quand même, et que moi les classiques j'ai un petit peu du mal. Ça se lit hyper bien. Le personnage de Anne est absolument formidable, même si au début je vous avoue qu'elle est chiante. Franchement au début qu'est-ce qu'elle est chiante. Et elle parle, et elle parle, et elle parle. C'est super bien rendu par l'autrice, mais j'étais là, je sais, mais elle se tait jamais en fait. Mais du coup, passer de chiante, elle passe à attachante, et au final elle est juste attachante. Et c'est une gamine qui est pleine de vie, qui est toujours positive, qui a du caractère aussi, qui se laisse pas faire, mais qui a une vivacité d'esprit et une intelligence. J'ai trouvé ça absolument génial. Elle a des réflexions qu'elle se fait ou qu'elle fait au cours de conversations, et je me dis, mais elle a tellement raison en fait. Mais c'est dit avec une telle naïveté, avec une telle authenticité, que c'est vraiment génial. À travers aussi ce récit, vous aurez une grande ode à la nature, à travers le personnage de Anne également, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé les premiers chapitres, il y avait quand même des descriptions et des détails autour de tout l'aspect bucolique qui se trouve autour de la maison et tout ça. Et je me dis, ouais, c'est bien gentil, mais... Et non, et Anne, elle arrive encore une fois à amener un truc, parce qu'il y a toujours Anne qui est là au centre du truc. Et Anne, elle a tendance à... Elle a une imagination débordante. Elle ne peut pas s'empêcher d'avoir la tête dans les nuages, d'être toujours ailleurs. Vous allez voir, parce qu'elle devient maladroite, elle fait que des bêtises. Mais du coup, elle arrive avec son imagination, avec ses pensées à redessiner tout et à nous faire voir tout sous un œil nouveau. Et j'ai trouvé ça super. Et en fait, elle n'est pas dans la demi-mesure. Elle vit les choses à 100%. Elle ne s'occupe pas du jugement des autres. Elle vit juste les choses. Et elle n'a pas non plus de... Elle a un franc-parler. Mais il y a des moments où moi, franchement, j'ai rigolé. Elle m'a vraiment fait rire. Et sur la fin, il y a eu une petite scène où j'ai senti qu'il y avait la petite larmichette qui arrivait tout doucement là. Et je me suis dit, Laurent arrive à ressentir quelque chose. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Peut-être pas tout de suite, mais je découvrirai la suite de Anne. C'est vraiment... il usurpe pas la réputation qu'il a. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais même Magali, c'est pas trop son genre de lecture. Et elle adhérait de fou, donc limite elle adhérait plus que moi au début. Je me dis, mince, c'est moi qui veux lire, c'est moi qui est à fond dedans.
Magali, elle appréhendait vachement et au final, elle est plus accro que moi. Donc moi, j'ai mis du temps à me mettre dans l'histoire, à vraiment adhérer, mais une fois que j'étais bien dedans, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et il y a cette idée aussi très féministe derrière ce roman, c'est que comme il est écrit en 1908, vous vous doutez bien qu'à l'époque, les jeunes filles, à l'école, on leur apprenait quoi en dehors des cours traditionnels? C'est à être une bonne épouse, à savoir faire la cuisine, à savoir tricoter, coudre. Vous voyez ce genre de truc. Et là, elle montre un personnage qui est libre. Elle va s'amuser dans la campagne, comme moi j'ai pu faire quand j'étais gosse. Mais sans se dire, c'est une fille, elle n'a pas le droit, parce qu'une fille, voilà, elle doit être à la maison, ça doit être la bonne femme au foyer, et là, pas du tout. Et en fait, c'est ça qu'elle montre, l'autrice, c'est que même si on est une femme, on peut être libre. Et je pense que ça peut être une bonne figure, un bon modèle pour les filles de l'époque. Je ne sais pas comment ça a été reçu, je sais que ça a eu un grand succès, mais je ne sais pas si ça avait été totalement bien reçu, si ça avait été critiqué, parce que, voilà, il y avait une certaine image de la femme codifiée à l'époque, donc les gamines, on les conditionnait. Mais là, il y a vraiment, j'ai trouvé que c'était très culotté, que c'était vraiment bienvenu. Et il y a quelque chose quand même de très moderne à l'intérieur de ce récit que j'ai beaucoup aimé. Mais Anne, c'est un peu de l'espoir, quoi. C'est l'ambition aussi. Je trouve que elle est inspirante cette gamine. J'ai vraiment adoré ce récit. Je pense que vous aurez compris. Mais si vous n'avez pas découvert, tentez. Franchement, c'est très bien. Je n'ai pas regardé la série sur Netflix parce que je sais pas. Vous savez peut-être, vous me direz. Je sais pas si la série ne reprend que ce tome-là, ou si ça va s'élargir et ça reprend d'autres tomes, parce que ça prend d'autres tomes, je ne veux pas la regarder maintenant, je veux vraiment me faire la série en livre avant de m'atteler à la série télé. Parce que j'ai toujours un peu de mal avec les adaptations, je me dis toujours que c'est souvent moins bien que les récits traditionnels, donc on verra tout ça. Mais franchement, une super bonne lecture, c'est la meilleure lecture de ce bilan lecture. Et pour terminer, encore une lecture commune, c'était dans le cadre du challenge de Dorian des 15K. Donc nous avons découvert les chroniques de San Francisco de Armistead Maupin, alors ici avec la saison 1, ici c'est chez 10-18, j'adore les couvertures. Pareil, c'est une œuvre très très connue que moi je voulais découvrir depuis longtemps, donc là quand j'ai vu que Dorian faisait une lecture commune, j'ai dit pourquoi pas, allons-y. Donc c'est assez spécial, on va découvrir Marianne qui vient de je ne sais plus quel bled, je ne sais plus... Elle vient de Cleveland, elle débarque à San Francisco. Elle habite d'abord avec une amie et elle décide ensuite de se trouver un logement et puis de commencer sa vie. Elle dit à ses parents, écoutez, je ne rentrerai pas maintenant, j'adore la ville de San Francisco, j'ai envie de devenir indépendante, je veux faire ma vie. Et elle va finir par emménager au 28 Barbary Lane, donc dans une espèce d'appartement, ça fait un peu, vous savez... maison de jeunesse, bon ils sont pas jeunes, ils ont la vingtaine, mais cette petite troupe qui est là. Donc on va être principalement dans cet immeuble du 28 Barbary Lane qui est tenu par Madame Madrigal. Et on va suivre un peu la vie de tous ces habitants de cet immeuble. Alors, j'ai eu du mal avec ce récit, mais vraiment. Mais je pense que c'est plus sur la structure du roman que sur le roman lui-même, même si... Parce qu'en fait, à la base, moi je l'ai su après par Stéphanie, qui l'avait déjà lu en amont, donc Chronique de Lully, qui nous a expliqué que... Parce que les chapitres sont très courts. Les chapitres font 2-3 pages, pas plus. Et en fait, je trouve qu'on switchait vite d'une scène à l'autre, mais peut-être trop vite d'ailleurs. Et j'étais, waouh, mais ça va trop vite. J'avais pas le temps de voir qui était qui. Je finissais par confondre un peu les personnages. Je fais, attends, elle c'est qui attends, lui c'est ça? Non, c'est pas lui. Donc c'est lui. Il y a des personnages, j'étais là, mais lui on l'a vu avant. Enfin, j'étais vraiment dans la confusion totale. Et Stéphanie m'a expliqué par la suite, elle a dit mais il faut que vous sachiez qu'à la base c'est des chroniques qui étaient publiées dans un journal, c'est pour ça que c'est si petit, donc c'était un récit feuilletonnant, vous savez, qui sortait régulièrement, je ne sais pas si c'était de façon quotidienne, de façon, je ne sais pas si c'était tous les jours, toutes les semaines ou plus. Et du coup ça va très très vite, le récit est aussi construit que de dialogue pratiquement, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de narration, pratiquement pas. Et du coup, moi, ça m'a bloqué sur les 3/4 de ma lecture parce qu'on va être honnête. Pour ceux qui sont de ma génération, qui regardaient Melrose Place, c'est un peu la même chose. On suit des mêmes jeunes qui habitent au même endroit, avec leur histoire d'amour, leurs désillusions. Bon, ça se passe dans un San Francisco des années 70, donc on est après Woodstock, donc liberté sexuelle, ça fume des joints et tout ça. Voilà, on est vraiment dans quelque chose d'assez libre et d'assez décomplexé,
Bon, après, au niveau de la galerie des personnages, vous avez vraiment plusieurs styles. Vous avez Marianne, par exemple, qui est un petit peu coinceuse. Bon, en même temps, elle vient de Cleveland, elle arrive, elle est un petit peu perdue, tout ça. Et vous avez d'autres personnages qui sont beaucoup plus libérés. Vous avez également toute une... On met en avant la communauté homosexuelle, donc je pense que pour l'époque, ça a dû faire un petit peu de bruit. Ça se lit super bien, on sent pas que c'est dans les années 70 par petites touches, mais c'est pas non plus très dérangeant. Mais pendant les 3 quarts du récit, on suit leurs histoires, mais ça se passe à une vitesse hallucinante, et moi je me suis vite perdu. Et j'arrivais pas trop à m'attacher du coup aux personnages parce qu'on reste pas assez longtemps avec eux. La dernière partie était plus intéressante. Donc c'est cette dernière partie qui m'a fait poser la question de savoir si j'allais continuer ou pas. Je sais plus, il y en a 6 ou 7 je crois. Et en plus il y a des suites qui sont sorties après. Vous voyez, c'est marqué qu'il renoue avec une vieille tradition littéraire du 19e siècle. Oui, vous savez que les grands auteurs à l'époque étaient publiés toutes les semaines dans des journaux et qu'on suivait les récits, tout ça. Donc il a repris ce truc-là. Donc c'est une série de 6 romans. Et après, il en a écrit d'autres, dont un qui vient clôturer cette saga, mais dans les autres, je crois qu'il y a l'apparition de certains personnages ici. Donc, je ne sais pas, je suis dans l'indécision totale. Donc, je verrai bien. Alors après, je vous précise quand même qu'il y a des... Dans les... comment vous expliquer ça? Bon, vous allez avoir des trucs un peu clichés, ça fait un peu soap opéra, vous savez, vous allez avoir les amours, les trahisons, les désillusions, ce genre de trucs. Mais c'est jamais graveleux. Il n'y a aucune scène de sexe explicite. Alors ça déjà c'est appréciable parce que franchement c'est un peu lourdingue. Donc à voir. Et le côté, tout ce qui est San Francisco des années 70, donc je crois que ça a été écrit en 78 si je ne me trompe pas. C'est super intéressant, on voit le mode de vie qui est pas du tout, la mentalité des gens qui est différente d'aujourd'hui. Mais tout ça c'est intéressant. Après il y a quand même des thématiques qui sont soulevées qui sont assez... c'est pas problématique mais assez importante. Que j'aurais pas cru. Alors du coup, toute la première partie du récit va être très légère. Vous avez l'histoire d'amour, lui sort avec un tel, mais après il veut plus de lui, donc il va avec un tel, mais elle non, elle peut pas parce que... Enfin voilà, mais c'est pour exprimer vraiment cette liberté de ton, cette liberté des gens à l'époque qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et, tout ça, je l'ai bien compris, mais il y a vraiment dans la dernière partie où il y a vraiment un fil qui se met en place, un fil narratif, avec des choses un peu plus concrètes à se mettre sous la dent, j'ai envie de dire, et qui devient vraiment intéressante. Donc je ne sais pas, je me laisse encore le temps de la réflexion. Bah, vous savez, c'est un peu comme celui-ci. Hein. C'est des séries longues, donc est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? J'ai peur que le tome 2 fasse comme le tome 1, où la 3 quarts du roman je m'ennuie, la dernière partie j'adhère. Et j'ai eu le même avis, parce qu'on l'a lu à plusieurs, et il y en a qui 2-3 qui sont venus en parler sur le Discord donc, du 15K. Et qui ont à peu près le même ressenti. Donc à voir, je ne sais pas. C'est bête parce que franchement, j'ai limite envie de les acheter juste pour les couvertures qui sont vraiment magnifiques, que moi perso j'adore. Donc c'est l'illustration de Antoine Corbineau. Enfin je sais pas, hein, je sais pas les couleurs, le style. Donc un classique encore une fois que j'ai découvert, mais qui m'a gêné par sa structure où ça se passe beaucoup trop vite et j'ai eu du mal à m'immerger et à m'attacher aux gens. Donc je verrai si je lis la suite ou pas. Donc voilà, donc pas des mauvaises lectures en soi, mais on reste encore une fois dans des éléments, dans des récits un peu mitigés. C'est vrai que sur les 5, il y en a quand même 3 où je suis resté très mitigé. Donc je ne sais pas. J'espère que vous, de votre côté, vous avez des lectures qui sont un peu mieux que les miennes, parce que moi ça commence à faire un petit peu beaucoup. Je commence un petit peu à en avoir marre d'avoir des lectures où je ne sais pas trop où je vais. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Salut.